19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. L'entité sioniste poursuit ses massacres à Gaza et fait plus de 70 martyrs durant les dernières 24 heures. L'Iran met en garde l'entité sioniste contre les conséquences imprévisibles de nouvelles aventures militaires au Liban après la mort de 12 civils dans la région du plateau du Golan occupé. L'Iran où l'ayatollah Ali Khamenei entérine l'élection de Massoud Pezeshkian comme président. Les réactions s'enchaînent suite à la prise de position de la France vis-à-vis du Sahara occidental. En Algérie, le bureau du Conseil de la Nation qualifie la décision du gouvernement français de honteuse de déviation et de risque dangereux. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation à Gaza. L'enclave palestinienne à feu et à sang depuis 10 mois continue de subir les bombardements de l'occupant sioniste. Durant ces dernières 24 heures, ce sont plus de 70 Palestiniens qui ont été tués dans différents massacres. Au moins 30 Palestiniens ont été tués et plus de 100 autres blessés par des bombardements sur un hôpital de campagne à Deir el-Balah dans le centre de Gaza. L'hôpital était situé à l'intérieur de l'école Khadija qui accueille des milliers de personnes déplacées. Écoutons ces quelques témoignages. Cette attaque violente de missiles s'est produite soudainement. Environ 3 missiles sont tombés ici. Tout l'endroit a été recouvert par la fumée et les flammes. Les corps des victimes étaient partout. Nous ne savions pas ce qui se passait à ce moment-là. Nous avons essayé de sauver les blessés, mais il y avait trop de monde. Comme nous le savons tous, Deir el-Balah est une zone de sécurité humanitaire. De nombreux habitants de Gaza ont suivi l'ordre d'Israël d'évacuer vers Deir el-Balah ou des zones plus à l'ouest de la bande. Cela signifie qu'Israël nous a rassemblés dans un lieu soi-disant sûr pour ensuite nous bombarder. La ville de Khan Younes continue d'être prise pour cible par l'armée d'occupation. Depuis lundi, au moins 170 Palestiniens ont été tués dans différents bombardements. Et ce dimanche, de nouvelles attaques ont causé la mort de 15 autres, en majorité des enfants. Et avec ces nouveaux massacres, le bilan des victimes de ce génocide sioniste s'élève aujourd'hui à 39 324 martyrs, en majorité des femmes et des enfants. Il faut savoir que 90 830 Palestiniens ont également été blessés depuis le début du génocide le 7 octobre dernier. Les violences s'intensifient du côté de la Cisjordanie occupée. Un garçon a d'ailleurs été blessé par les balles de l'occupation sioniste dans le camp de Balata lors de l'incursion des soldats de l'occupation dans la région. Les forces d'occupation sionistes ont également procédé à des arrestations dans différents gouvernorats de la Cisjordanie occupée. Au moins 6 Palestiniens, dont 2 enfants et des prisonniers libérés, ont été arrêtés de façon arbitraire à Ramallah, Jenin et Al-Quds. Sachez également que des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds. Sous la protection de la police de l'occupation sioniste, les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée, ont mené des marches provocatrices et effectué des rituels talmudiques dans ses cours.
L'actualité de ce dimanche marquée également par cette attaque survenue donc hier sur le plateau du Golan occupé et qui a fait 12 morts et plusieurs blessés. À ce propos, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré ce dimanche qu'il ne voulait pas voir une escalade du conflit. Après donc cette attaque et l'accusation émise par l'entité sioniste qui pointe du doigt le Hezbollah, Blinken a ajouté qu'un cessez-le-feu à Gaza est une opportunité d'apporter un calme durable à la ligne bleue. Regardez. The Iranian missile and drone attack. One of the reasons that we're continuing to work. L'une des raisons pour lesquelles nous continuons à travailler si dur pour un cessez-le-feu à Gaza n'est pas seulement pour Gaza, mais aussi pour que nous puissions réellement saisir l'occasion d'apporter le calme, un calme durable de part et d'autre de la ligne bleue entre Israël et le Liban. Nous sommes déterminés à mettre un terme au conflit de Gaza. Il dure depuis bien trop longtemps, il a coûté bien trop de vies. Nous voulons voir les Israéliens, les Palestiniens et les Libanais vivre à l'abri de la menace du conflit et de la violence. Live free from the threat of conflict and violence. À retenir également que l'Iran met en garde l'entité sioniste contre les conséquences imprévisibles de nouvelles aventures militaires au Liban et ce au lendemain de la mort donc de 12 civils dans le plateau du Golan occupé. L'Iran où le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a par ailleurs entériné l'élection de Mesroud Pezeshkian en tant que 9e président de la République islamique et ce à la suite des élections anticipées qui se sont achevées au début du mois. Nous devons nous unir pour répondre aux besoins et aux problèmes de notre cher peuple, de notre pays. Et je ferai cette promesse ici, en votre présence et en présence du guide suprême. Et je m'engage à respecter ces promesses et mes devoirs. Dans l'actualité également, en Algérie, le bureau du Conseil de la Nation a qualifié ce dimanche la décision du gouvernement français concernant la question du Sahara occidental de honteuse déviation et de risque dangereux. Un communiqué du bureau de la Chambre haute du Parlement a considéré cette décision comme, je cite, un assassinat moral des efforts internationaux qui mettent ce dossier sur la table de la décolonisation depuis des décennies. Le bureau du Conseil de la Nation, sous la présidence de Salah Goudjil, président du Conseil, prenant acte de la décision honteuse prise par le gouvernement français concernant la juste cause du Sahara occidental, qui est la décision de soutien et d'appui au plan d'autonomie du territoire du Sahara occidental dans le cadre de la fausse et factice souveraineté marocaine, exprime sa condamnation, sa profonde préoccupation et sa plus vive dénonciation. Il considère cette décision comme une dérive et un aventurisme aux conséquences incertaines. Il s'agit d'une erreur de calcul et d'un échec d'un plan. Cela constitue un assassinat moral des efforts internationaux qui ont mis cette question depuis des décennies sur la table de la décolonisation, dans une image claire d'une consécration sans précédent de la diplomatie de copinage qui transcende les normes et contredit la scène diplomatique en établissant un comportement d'échange de principes contre des intérêts. La décision de la France, selon le bureau du Conseil de la Nation, incarne l'effondrement de l'alliance des puissances coloniales. Le Conseil de la Nation souligne que la décision du gouvernement français est l'incarnation de l'effondrement de l'alliance des puissances coloniales, passées et présentes, qui s'unissent dans une confrontation perdue avec une fatalité historique. Le Parlement français, qui s'est toujours impliqué dans le contrôle de la situation des droits de l'homme dans les pays d'Afrique du Nord, à travers les recommandations du Parlement européen, devrait prendre position sur cette décision et orienter ses efforts vers la purification de l'État français des tendances coloniales enracinées, obliger son gouvernement à revoir ses calculs, rectifier sa vision prospective limitée de la situation internationale et régionale et tirer les leçons de l'histoire. Et les réactions sahraouies se multiplient, elles aussi, suite donc à l'adoption par la France de cette position qui va à l'encontre du droit international.
Le syndicat des travailleurs de Seria al-Hamra et de Oued al-Dahab a confirmé samedi soir dans un communiqué que la récente position de la France ne changera pas les faits historiques et juridiques de la question sahraoui en tant que question de décolonisation, ajoutant selon la même source que cette décision n'était ni surprenante ni nouvelle et que la position française est, je cite, connue pour son soutien absolu à l'occupation marocaine. La position française est connue depuis des décennies pour son soutien absolu à l'occupant marocain et son opposition constante à toutes les initiatives et efforts internationaux visant à mettre fin à l'occupation et à permettre au peuple sahraoui, qui seul a le droit et la terre, de déterminer son sort. Notre message à nos amis du monde entier est que conspirer contre nous n'a rien de nouveau et que des efforts malveillants et indignes ont accompagné notre révolution et notre vaillante résistance depuis le début, notamment en provenance de France. Mais cela ne changera rien à la nature et aux faits historiques, juridiques et même politiques de la question du Sahara occidental, car il s'agit d'une question de décolonisation enregistrée et documentée conformément au droit international et à tout ce qui s'y rapporte. Les rues marocaines témoignent ces dernières 24 heures de nombreuses manifestations à travers le royaume en soutien avec Raza et pour exiger la fin de la normalisation avec l'entité sioniste. Ces protestations interviennent à l'appel de l'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma, constituant donc une escalade et un refus catégorique de la population marocaine d'accepter les relations établies par le Makhzen avec l'entité criminelle sioniste. Les manifestants ont également dénoncé les procès injustes contre les activistes marocains qui s'opposent à cette normalisation. Et après le Maroc, direction la Libye, le gouvernement d'unité nationale a annoncé ce dimanche l'ouverture d'une enquête sur l'explosion survenue vendredi dans la ville de Zliten, à l'ouest du pays. Dans un message publié sur Facebook, le gouvernement a appelé le procureur militaire à agir et à ouvrir une enquête sur cette explosion. Au moins 12 personnes ont perdu la vie suite aux fortes pluies torrentielles et aux inondations qui ont balayé l'est du Soudan, pays en plein conflit armé. D'importants dégâts matériaux sont également à déplorer. Les crues ont inondé une grande partie des centres d'hébergement pour les personnes déplacées, aggravant ainsi la situation de milliers de personnes résidant dans ces centres. Et puis zoom sur la situation humanitaire catastrophique des Soudanais au Darfour du Nord. Les habitants de la région sont confrontés à de graves pénuries de nourriture et de fournitures médicales depuis le début de la guerre. Selon le ministère de la Santé de l'État du Darfour du Nord, la récente escalade du conflit à Al-Fashar a entraîné la mort d'environ 750 civils et plus de 4700 blessés actuellement. 800 000 personnes sont bloquées sur place, impossible donc pour l'aide humanitaire d'entrer dans la ville. Regardez. Nous n'avons rien à manger ni à boire, nous n'avons rien à notre actif et beaucoup de gens sont malades. Nous ne pouvons rien faire et vivons dans la misère. Certaines personnes ont des restes de nourriture, d'autres vont chez leurs voisins pour partager de la nourriture avec eux. Et d'autres encore meurent de faim parce qu'ils n'ont pas de nourriture. J'appelle les deux parties au conflit à arrêter la guerre et à ouvrir des couloirs pour que l'aide humanitaire puisse entrer dans les camps de déplacés afin de sauver les Soudanais. Tout autre chose à présent pour parler donc du conflit en Ukraine. La Russie revendique que ce dimanche la prise de 2 nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine après celle d'un 3e, revendiqué donc la veille, poursuivant ainsi sa lente progression sur le front. Dans le même dossier, le président russe Vladimir Poutine menace de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire si les États-Unis confirment leur intention de déployer des missiles en Allemagne ou ailleurs en Europe. Обращает на себя внимание заявление
L'annonce par l'administration américaine et le gouvernement allemand de projets visant à déployer des systèmes américains de missiles de précision à longue portée sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à partir de 2026 mérite d'être soulignée. D'importantes installations gouvernementales et militaires russes, nos centres administratifs, industriels et nos infrastructures de défense se trouveront à portée de ces missiles. Le temps de vol de ces missiles qui pourront à l'avenir être équipés d'ogives nucléaires vers des cibles situées sur notre territoire sera d'environ 10 minutes. Le président Poutine a rappelé que cette situation fait ressurgir un funeste souvenir, celui des événements de la guerre froide liés au déploiement des missiles américains. Dans le même temps, les États-Unis ont déjà pratiqué lors d'exercices le transfert de systèmes de missiles Typhoon depuis leur territoire vers le Danemark et les Philippines. Cette situation rappelle les événements de la guerre froide liés au déploiement des missiles américains de moyenne portée en Europe. Si les États-Unis mettent en œuvre ces plans, nous nous considérerons libérés du moratoire unilatéral précédemment adopté sur le déploiement de capacités de frappe à moyen et courte portée, y compris le renforcement des capacités de forces côtières de notre marine. Aujourd'hui, nous en sommes aux dernières étapes du développement d'un tel système. La première ministre italienne Giorgia Meloni rencontre son homologue chinois Li Qiang au palais du peuple à Pékin. La visite de 5 jours de la première ministre vise à stimuler le commerce bilatéral et à mettre fin donc à la guerre en Ukraine. L'administration de Meloni s'est retirée de la vaste initiative chinoise La Nouvelle Route de la Soie l'année dernière après avoir été le seul pays du G7 à y adhérer. Direction le Venezuela où se déroule l'élection présidentielle. Le président vénézuélien donc sortant Nicolás Maduro a affirmé aujourd'hui, juste après avoir voté donc ce matin à Caracas, qu'il fera respecter les résultats de la présidentielle qui se déroule dans un climat tendu avec une opposition qui craint des fraudes ou encore une manipulation. Je vous propose justement d'écouter Nicolás Maduro qui affirme, après avoir voté, qu'il fera respecter les résultats de cette présidentielle. Yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo. Je suis Nicolás Maduro, président du peuple. Je reconnais et je reconnaîtrai le médiateur électoral, les bulletins officiels et je veillerai à ce qu'ils soient respectés. L'arbitre électoral est la parole de Dieu. Et j'appelle les 10 candidats à la présidence, les 38 partis politiques à respecter, à faire respecter et à déclarer publiquement qu'ils respecteront le bulletin officiel de l'organisme chargé d'organiser les élections, le pouvoir électoral du pays, le Conseil national électoral. Del organismo encargado de organizar las elecciones, el poder electoral del país, el Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro qui s'excuse d'avoir opposé son veto au groupe d'anciens présidents, membres du Congrès et anciens parlementaires qui avaient été empêchés d'entrer dans le pays pour observer les élections présidentielles. Je m'excuse d'avoir envoyé Fox au Mexique, Mireya Moscoso au Panama. Les gens étaient très en colère au Mexique, au Panama et en Espagne. De nombreuses personnes ont été contrariées dans ces pays. Je m'en excuse. En Espagne, au Mexique et au Panama, ils étaient en colère contre le Venezuela parce que nous leur avions renvoyé ces personnes. Je m'excuse, mais il y a une loi ici et la loi est respectée. Pourquoi demandent-ils au Venezuela ce que d'autres ne font pas dans leur propre pays? Pour l'amour du ciel, pourquoi viennent-ils au Venezuela pour demander ce qu'ils n'osent pas faire dans d'autres pays? Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, aux côtés de ses homologues japonais et sud-coréens, ont signé à Tokyo un accord visant à renforcer les liens trilatéraux. À l'issue de leur rencontre, Blinken et Austin doivent également participer dimanche après-midi à des entretiens dits 2+2 avec leurs homologues.
Dans un contexte sécuritaire de plus en plus difficile, notre collaboration trilatérale est d'une importance cruciale pour la paix et la stabilité nationale dans la péninsule coréenne, dans la région Indo-Pacifique et au-delà. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de signer un nouveau cadre trilatéral qui contribuera à garantir la pérennité de nos solides relations militaires. Il s'agit de mesures sans précédent pour notre partenariat trilatéral en matière de sécurité et je suis fier de la voie que nous traçons ensemble. La ville de Cali, dans le sud-ouest de la Colombie, renforce la sécurité alors qu'elle s'apprête à accueillir la COP16, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité 2024 qui se tiendra plus tard dans l'année. Nous devons faire confiance à la force publique colombienne, déclare le maire de Cali, Alejandro Eder, après des menaces par un groupe armé. Nous devons faire confiance aux forces de sécurité colombiennes. Nous avons l'une des meilleures forces de police d'Amérique latine, l'une des meilleures armées d'Amérique latine, et nous avons toute la volonté de Cali. Mais le gouvernement national a également exprimé son désir de blinder la ville, et c'est sur ce que nous travaillons. Dans les jours à venir, il y aura certainement plusieurs cas de police judiciaire travaillant avec le bureau du procureur général, axé sur la capture des criminels, ce qui nous aidera certainement à minimiser les tentatives de criminels d'affecter la sécurité de la COP16. Et puis cette déclaration de l'ancien président américain Donald Trump qui affirme que les États-Unis seront la capitale mondiale de la crypto-monnaie et la superpuissance Bitcoin du monde s'il est élu en novembre prochain. Dans un discours prononcé lors de la conférence Bitcoin 2024 de Nashville, le candidat républicain déclare que le Bitcoin est l'équivalent de l'industrie sidérurgique d'il y a 100 ans. J'expose mon plan pour faire en sorte que les États-Unis soient la capitale mondiale de la crypto-monnaie et la superpuissance mondiale du Bitcoin. Et nous y parviendrons. Nous les empêcherons de toucher au Bitcoin. Ils ne toucheront pas aux crypto-monnaies. Ils les laisseront se développer. Nous allons la laisser se développer. Dès le premier jour, je limogerai Gary Gensler et nommerai un nouveau président de la SEC. Au Bangladesh, un groupe d'étudiants a menacé ce dimanche de reprendre les manifestations dès demain lundi, après donc plusieurs jours de troubles meurtriers, si ces leaders emprisonnés ne sont pas libérés, tandis que les autorités donnent le premier bilan officiel de la répression après avoir rétabli l'Internet mobile. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre et la répression meurtrière des autorités ont fait au moins 205 morts dans le pays d'Asie du Sud la semaine dernière. Et direction Paris, à présent où se déroulent les Jeux Olympiques Paris 2024 et la gymnaste algérienne Kéliane Moore s'est brillamment qualifiée pour la finale. Et la performance remarquable de Kéliane Moore n'est pas la seule bonne nouvelle du jour. Le rameur Sida Ali Boudina a réussi lui aussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'épreuve individuelle d'aviron après avoir remporté la 3e série de repêchage. Et voilà, c'est avec ces bonnes nouvelles qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.